Écoutez, on va commencer, on va vous remercier d'avoir fait l'effort de venir à 8h30. Donc on ne va pas vous faire trop attendre. De nouveau, bienvenue ce matin à l'hôtel Napoléon et merci d'avoir bravé le froid automnal et sa pluie. Nous allons consacrer cette demi-matinée à deux mots-clés dont vous savez qu'ils sont en train de structurer beaucoup de décisions et de transformations stratégiques à travers les industriels et les marques, et c'est le Nutri-Score et le Clean Labeling. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas complètement, je m'appelle Philippe Raffin, je suis vice-président de la Link Up Factory, et donc pour ceux qui ne connaissent pas complètement la Link Up Factory et à la demande générale, je vais vous faire une petite présentation très courte, rassurez-vous, de la Link Up Factory. Mais avant de ça, je vais vous expliquer avec qui on va aujourd'hui discuter de ces sujets-là. On va discuter de ces sujets avec Florent Vieux et Mathieu Maillot de MS Nutrition. Je les laisserai se présenter après, mais c'est une start-up marseillaise avec laquelle on travaille et qui nous fournit à nous, société de conseil, des moteurs et des algorithmes qui nous permettent de pouvoir vous présenter aujourd'hui des offres autour du Nutri-Score et du Clean Labeling. On aura également une intervention, une présentation pratique à la fois d'Elisabeth Païs et de Claire Chambrier qui se trouvent là, qui sont mes collaboratrices chez Link Up Factory. Et vous verrez donc en application pratique comment une mission d'accompagnement pour vous permettre d'accélérer la transformation et d'y voir plus clair, plus rapidement, peut se dérouler avec en backup les moteurs que MS Nutrition mettent à notre disposition. Bon, alors, donc je vous disais qui est Link Up Factory. Donc nous sommes une société de conseil en stratégie, en communication, fortement spécialisée dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, avec une raison d'être. Vous savez que c'est à la mode, la mission des entreprises. Mais nous, on a une mission en fait depuis bientôt 10 ans, parce qu'on fêtera notre 10e anniversaire en janvier 2020, c'est de créer de la valeur à partir de l'engagement des entreprises et des marques. On a pour ça un certain nombre de départements et de sous-spécialités. On travaille sur la RSE au niveau corporate. On travaille également sur la RSE au niveau des marques, et on appelle ça la RSN, la responsabilité sociétale des marques. Et puis, vous le voyez au centre, on a une activité historique sur à la fois le conseil en nutrition, le conseil plus généralement en santé publique et en prévention santé, avec, et c'est le petit logo que vous voyez sur la droite, une activité qui est reconnue par le ministère de la Recherche et pour lequel on a un crédit impôt recherche sur le changement de comportement dans des vocations de prévention santé. On est un petit peu plus d'une trentaine maintenant avec une représentation complémentaire de gens qui sont des ingénieurs agro, il y en a beaucoup chez nous et c'est logique, des gens qui ont une formation marketing ou communication, et puis des gens de création, parce on est à la fois, si vous voulez, un cabinet de conseil, de consulting en amont, et puis en aval, on a une activité d'activation, ce qu'on appelle plan d'activation, c'est-à-dire en fait de communication, de plan de communication, et on a une communication intégrée avec un directeur de la communication et son studio. Voilà, quand vous voyez le panorama de nos clients, bonjour Sylvie, assieds-toi. Vous voyez que l'agroalimentaire est assez prégnant dans notre activité. Ça a été longtemps quasiment 100% de notre activité, pour des raisons évidentes que vous connaissez toutes et tous, c'est-à-dire que bien c'est par les produits qu'on ingère que les consommateurs ont été ont eu en premier une attention particulière et ont poussé à travers toute la chaîne de valeur les industriels et les marques à faire des progrès, en tout cas à rapporter des preuves et des réassurances
sur ce qui leur est, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on voit maintenant que dans tous les secteurs de l'activité économique, la notion de RSE, que ce soit en B2B ou en B2C, la notion de RSE, de RSM, est quelque chose qui rattrape tout le monde et on commence à travailler de plus en plus avec des industriels d'autres types de secteurs. Alors, avant de passer la parole à mes camarades de MS Nutrition, je voudrais vous faire une petite mise en bouche. C'est un petit film qui va vous montrer, sans vous donner forcément toute l'explication que eux vous donneront derrière et que également Elisabeth vous présentera sous une forme appliquée avec des cas concrets, mais ce qu'est le moteur qui s'appelle MS Food, qui permet de gagner du temps dans la transformation, dans l'évolution des recettes pour le Nutri-Score. Bien, donc j'imagine que vous avez déjà saisi la logique de l'utilisation de cette application, mais je vais laisser maintenant la parole à mes camarades pour vous en donner un petit peu plus d'éléments. Merci Philippe, bonjour à tous. Alors, merci encore pour cette introduction, merci à vous de répondre présent à l'invitation. Donc Mathieu et moi sommes venus vous présenter MS Food, donc cette solution web pour améliorer le Nutri-Score. Alors avant ça, je vais vous décrire un peu ce qu'est MS Nutrition, donc notre société. Et puis ensuite, Mathieu procédera à une petite démo en direct. Donc MS Nutrition, ça signifie modélisation et statistique pour la nutrition. Donc on est une start-up qui a été créée en 2014. On est localisé à Marseille et hébergé dans un laboratoire de recherche qui s'appelle C2VN. C2VN pour Centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition. Alors, si ça bouge tout seul. C'est un assez gros labo, je crois qu'il y a pratiquement 200 personnes dans le labo. Alors à titre d'information, on est aussi titulaire de l'agrément crédit d'impôt recherche. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un agrément qui assure qu'on peut conduire des opérations de recherche et développement. Et donc à ce titre, nos clients peuvent déduire des impôts certaines de leurs charges qu'ils nous sous-traitent. Nos partenaires donc, sont assez divers. On a des universités, des instituts de recherche, notamment l'INRA, et quelques industries agroalimentaires. On a collaboré avec Danone, avec Nestlé notamment. Alors voici l'équipe, on est 5 personnes, donc de gauche à droite, Mathieu Maillot et moi. Donc nous sommes les 2 fondateurs de l'entreprise. On a un background en statistique. On a tous les 2 réalisé une thèse sous la direction de Nicole Darmon, donc qui est chercheur DR INRA.
En 2014, nous a rejoint Rosane Gazan au milieu. Elle nous a rejoint donc rapidement, dès la création de la société, pratiquement. Elle a réalisé sa thèse au sein de l'entreprise, donc grâce au dispositif CIFRE. Et elle est toujours donc présente dans l'entreprise en tant que chercheur. Ensuite est venue nous rejoindre également Romane Poisseau, donc elle nous a rejoint il y a environ 2 ans. Elle est actuellement en doctorat et elle travaille sur le sujet de la restauration scolaire, donc la qualité de l'offre en restauration scolaire. Et enfin, c'est Ségolène Mora qui nous a rejoint plus récemment et qui s'occupe de l'aspect qui nous épaule au niveau communication et valorisation scientifique. Nos compétences, notre savoir-faire, c'est de développer des approches de modélisation innovantes pour évaluer et améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre et de la demande alimentaire. Donc, par approche de modélisation innovante, on entend des approches mathématiques donc basées sur la statistique, sur la simulation et sur l'optimisation. Et donc le développement de ces approches nous permet d'évaluer et d'améliorer. Ce sont 2 termes aussi importants qu'on va retrouver dans l'appli MS Food qu'on vient vous montrer aujourd'hui. Et donc on travaille à différents leviers de l'alimentation, puisqu'on travaille sur le produit pour évaluer et améliorer la qualité nutritionnelle des produits en eux-mêmes. Donc là on va s'approcher des profils nutritionnels dont le Nutri-Score. Mais aussi on travaille au niveau des menus. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a une doctorante qui travaille sur la qualité de l'offre en restauration collective, donc on s'attache vraiment aussi à ce levier-là. On a travaillé sur le développement d'un score de qualité des achats, et puis aussi on travaille sur les consommations alimentaires, et notamment sur les enquêtes nationales de consommation alimentaire, qu'elles soient françaises, américaines, anglaises ou d'autres pays. Les outputs donc, se caractérisent par des publications scientifiques ou des rapports scientifiques, mais également par le développement d'applications, donc qu'elles soient sous format Excel ou sous interface web. Donc en résumé, l'entreprise s'articule autour de 2 grands axes. Un bureau d'études qui va conduire des analyses afin de répondre à des problématiques de santé publique. Et puis un axe développement d'applications web app. Et on essaye finalement de transférer les connaissances qu'on acquiert dans le bureau d'études vers les applications afin d'un peu démocratiser, décloisonner un peu les connaissances qu'on peut faire émerger du milieu scientifique. Alors il me semblait qu'il y avait une autre dia de... Elle était cachée, non? C'est le démarrage de l'autre. Non, mais c'était une dernière dia pour un peu annoncer l'application MS Food. Mathieu va faire la démonstration maintenant. En gros, elle permet, comme je le disais tout à l'heure, d'évaluer la qualité nutritionnelle d'un portefeuille au sens du Nutri-Score. Et puis, un autre axe qui va permettre de trouver des solutions d'amélioration du Nutri-Score. Voilà, je vais laisser la place à Mathieu qui va opérer la petite démonstration. Bonjour, ça marche? Non, ça marche pas, je pense qu'il faut que tu prennes le micro de... Ah, c'est peut-être pratique. Bonjour à tous, très content d'être avec vous. Donc je vais vous remontrer un petit peu ce que vous avez vu dans le film de départ, mais en allant peut-être un peu moins vite. Voilà, nous voici dans l'application MS Food. Ça va marcher. Nous voici dans l'application MS Food. Donc tout d'abord, en haut, vous voyez la barre de navigation avec 5 onglets. L'onglet données, ça va être l'onglet où on va indiquer à l'application les données sur lesquelles on veut travailler. Ensuite, il y a un onglet classement qui va permettre d'évaluer le portefeuille du produit en fonction du Nutri-Score et de générer quelques sorties graphiques. Un onglet amélioration dans lequel on va travailler sur les solutions d'amélioration du produit. Et là, ça va être un travail produit par produit.
Ensuite, un onglet FAQ pour voilà, s'il y a des questions, et un onglet tutoriel, dans lequel il y a un ensemble de vidéos qui vont aider l'utilisateur à utiliser l'application. Si je reviens dans Données, donc vous voyez, ces vidéos sont accessibles avec l'icône petite caméra aux différents endroits où ça peut aider. Donc dans l'onglet Données, donc nous sommes ici là dans les données, il y a deux façons de renseigner des informations, soit une saisie de un seul produit, qui est donc une saisie par clic. J'ai du mal avec. Donc il faut choisir la catégorie du Nutri-Score. Donc ensuite on saisit les intervalles, mais ça, cet outil-là est disponible gratuitement sur le site. Ce qui est plus intéressant, c'est importer un ensemble de produits, vous voyez ici. Donc on a imaginé cette application à partir du logiciel Excel, puisque c'est un logiciel qui est très utilisé. Et donc l'idée, c'est que vous avez l'ensemble de vos produits répertoriés dans un fichier Excel avec les composantes nutritionnelles. L'idée, c'est d'aller chercher le fichier Excel qui est stocké sur votre ordinateur. Donc ici, il y a tout pour réaliser. Ouvrir. Tac. Donc, je descends. Dans le fichier Excel, vous pouvez même avoir plusieurs feuilles. Donc ici, j'ai une seule feuille. Donc voilà, elle est automatiquement choisie. Et ensuite, donc, le fichier s'affiche ci-dessous. Vous voyez, donc avec les noms des colonnes, les données. Si vous avez utilisé le template qu'on fournit à cet endroit, donc vous pouvez télécharger le tableau template, tableau modèle Excel avec des noms de variables qui sont reconnus automatiquement par l'application. Il suffit de cliquer. Voilà, donc le fichier est complètement vérifié par l'application. Si vous n'avez pas utilisé le template, ça veut dire que dans les étape 2 et étape 3, vous devrez dire à l'application ma composante protéine c'est telle variable, ma composante catégorie Nutri-Score c'est telle colonne, etc. Donc là, c'est un gain de temps d'utiliser le fichier modèle. Donc ensuite, le Nutri-Score est calculé sur l'ensemble des produits. Donc on se situe maintenant dans l'onglet classement avec cette première représentation graphique. Donc vous voyez qu'on peut voir tout de suite le nombre de produits dans chacune des classes du Nutri-Score. Et sur chaque point, donc nous avons donc les différents produits qui ont la même note Nutri-Score. Ici, il y a une liste de produits qui ont la même note. Okay. Ensuite, dans cet onglet classement, on a différents sous-onglets. Donc ici, qui vont permettre d'analyser un petit peu, de décrire un petit peu le portefeuille de produits. Donc ce premier graphique qui est simplement donc, la fréquence des produits en fonction des classes Nutri-Score. Alors on a ajouté ceci qui est une possibilité de sauvegarder le graphique dans un fichier PowerPoint qui sera téléchargeable à la fin de la navigation. Donc là, imaginons que j'ai un ensemble de produits dans lequel j'ai des variables. Oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans ce fichier Excel, vous pouvez ajouter toutes les variables qui vous intéressent. Toutes les variables que vous avez en plus, ce n'est pas uniquement les variables Nutri-Score, c'est toutes les informations qui vous intéressent. Donc moi, par exemple, j'ai généré ici une variable marque. Voilà. Tac. Donc marque A, B, C. Donc je peux filtrer l'analyse sur la marque. Je sauvegarde dans mon fichier Excel, dans mon fichier PowerPoint. Je peux regarder pour la marque B, etc. La distribution est différente. Donc c'est pour permettre de récupérer des graphiques et pour faciliter et pas perdre trop de temps. Ensuite, on a un deuxième sous-onglet qui est à peu près la même chose, mais sous forme de tableau. Donc bon, ça dépend un peu des utilisateurs. Vous voyez ici, j'ai repris ma marque en fonction des notes du Nutri-Score, que je peux également sauvegarder dans le fichier PowerPoint. Et après, l'analyse peut être stratifiée sur différentes variables. Troisième sous-onglet, pour essayer de voir quelles sont les composantes qui discriminent le Nutri-Score de votre portefeuille de produits. Donc, par exemple, vous savez que dans le Nutri-Score, il y a 3 composantes positives, dont les protéines. Donc si je prends les protéines, donc ici c'est la moyenne des protéines dans chacune des classes du Nutri-Score.
Et vous voyez qu'a priori, dans ce portefeuille de produits, la variable protéine ne discrimine pas vraiment le classement Nutri-Score. Il y a même un test statistique qui indique une p-value qui indique que la différence n'est pas significative et que donc là, dans ce cas-là, les protéines ne semblent pas trop discriminantes. Par contre, si je prends des AGS, des acides gras saturés, là on voit que il semble y avoir une discrimination plus forte, c'est-à-dire que dans ce portefeuille de produits, une des explications du classement du Nutri-Score est bien des AGS, des acides gras saturés. Idem, on peut sauvegarder ce graphique dans le fichier PowerPoint. Voilà. Dernier sous-onglet de classement. Donc, vous avez ici le tableau de données. Donc, c'est le tableau initial que vous avez chargé, complété de tous les calculs liés au Nutri-Score. Donc, tous les calculs de nombre de points sur chaque composant, le calcul des sous-scores et le calcul du Nutri-Score global. Fichier qui peut être téléchargé au format Excel. Très important car sur la navigation suivante, quand vous retournerez sur l'application, vous n'aurez qu'à télécharger ce fichier-là, il sera reconnu automatiquement par l'application. Vous n'aurez pas besoin de refaire un travail sur les données. Et comme je vous le disais, le fichier PowerPoint qui est téléchargeable ici, alors, je sais pas si ça va s'ouvrir, voilà. Vous voyez sur le côté, il y a les graphiques qui sont... donc là, c'était tous les aliments d'un coup. Ensuite, la marque A, la marque B. Et là, tous les résultats qu'on a sauvegardés sont stockés dans ce fichier. Donc voilà pour l'évaluation du portefeuille du produit. Maintenant, donc, on va parler de l'amélioration. Donc je vais retourner ici, je vais aller chercher un produit qui m'intéresse, donc classer les crêpes surgelées, jambon et mental, qui ont la note Nutri-Score de 4 classée en C, avec, vous voyez l'intervalle ici. Donc, je vais sur améliorer. Donc ici, on arrive dans l'onglet amélioration. On retrouve donc la crêpe avec classée C avec toutes les composantes nutritionnelles de départ. On choisit la cible d'amélioration, donc on pourrait mettre A, mais je vais rester sur B. Et donc pour améliorer, on propose deux modes d'utilisation. Un premier mode qui est le mode manuel et qui est plutôt destiné aux personnes qui connaissent très bien le produit et qui peuvent avoir des hypothèses sur les reformulations. Donc vous voyez ici que les petites checks vertes indiquent la composition du produit actuel. Et l'idée, c'est de tester des reformulations. Par exemple, je teste une baisse que des AGS, mais ça ne me donne pas de résultat. Qu'une augmentation de fibres, ça ne me donne pas de résultat, etc. Qu'une augmentation de sodium, ça ne marche pas. Il faut que je descende jusque-là. Voilà. Enfin, c'est quelque chose qui se fait à la main. Alors, pour ceux qui n'aiment pas cette technique, il y a une autre technique qui est la version automatique. Donc dans la version automatique, c'est l'algorithme qui va rechercher pour vous les solutions qui permettent d'améliorer le Nutri-Score. Et vous pouvez choisir sur quelle composante vous voulez faire ces recherches. Par exemple, là sur la crêpe jambon et mental, je vais exclure une modification des fruits et légumes. Je vais également exclure une modification de l'énergie parce que pas forcément évident de jouer sur cette composante a priori. Donc on va demander à l'algorithme de chercher des solutions sur ces composantes. Donc je valide. Donc il y a un ensemble de solutions qui sont représentées sur ce graphique. Donc chaque point représente une solution et elles sont classées dans un certain ordre, à savoir de la solution la plus proche du produit initial à la plus éloignée. Donc ici, quand on passe sur le point, on a le nombre de composantes impactées par la modification. Donc ici, c'est une modification sur fibres et protéines. Ici, sur sodium et fibres. Et par exemple, ici, c'est une modification sur un seul nutriment, qui est le sodium, mais sûrement de façon plus importante. Donc après, quand on clique dessus, on va voir concrètement qu'est-ce qu'il faut modifier. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte d'effet de seuil sur cette partie, puisque la quantité de fibres est à 0,8 et il faut l'amener juste au-dessus de 0,9. Et également amener les protéines de 6 à 6,4 pour changer de classe la crêpe au jambon.
Donc là, si cette solution me paraît convenable, je peux la sauvegarder. Donc ensuite, on peut naviguer et regarder les différentes solutions. Donc celle-ci également. Donc une petite augmentation des fibres et une baisse de sodium. À voir si cette baisse de sodium est réaliste pour le consommateur. Puisque il y a aussi, donc là je vous parlais d'une baisse sur un seul nutriment. Donc là il y a un seul nutriment impacté, mais vous voyez d'amplitude beaucoup plus importante. Donc on peut également la sauvegarder si elle est potentielle. Et donc après la navigation, vous pouvez aller dans le sous-onglet Mes solutions, dans lequel donc, il y a un tableau pour chaque produit analysé, dans lequel on a les propositions, proposition 1, proposition 2. Et ces données sont téléchargeables dans un fichier Excel, donc on va avoir un fichier reformulé par feuille Excel. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Est-ce que on va ensuite passer à l'application dans le cadre de mission d'accompagnement, dans un premier temps sur Nutri-Score avec l'aide de MS Food, et puis dans un deuxième temps sur le Clean Labeling, mais est-ce qu'à ce stade, sur la présentation de l'outil, il y a des questions? Non? On continue? Eh bien, on continue. Rebonjour à tous. Alors, effectivement, mon objectif, c'est après cette présentation technique, de vous montrer en pratique comment ce logiciel peut être utilisé avec certains produits. Mais avant, un petit point de contexte, même si vous le connaissez. Le Nutri-Score aujourd'hui est en train de s'imposer, donc j'ai mis un point d'interrogation sur un référent incontournable, mais je pense que je pourrais l'enlever. Déjà, d'une part parce qu'il y a eu une forte accélération des marques qui se sont engagées pour apposer le Nutri-Score. On est passé de 33 marques en février 2018 à 182 marques sur le dernier référencement en septembre 2019. Et vous avez certainement entendu parler de l'engagement de Nestlé et de Carrefour dernièrement pour apposer le Nutri-Score. Il y a aussi le soutien des consommateurs. Clairement, une enquête récente de Santé publique France a montré qu'il y a une forte progression de la notoriété du Nutri-Score, puisque aujourd'hui 80% des Français déclarent connaître ce logo. Et ce qui est plus important, c'est que cela va changer les comportements dans les rayons, puisque un quart d'entre eux déclarent que le Nutri-Score impacte leur choix en magasin. Et en termes de soutien, 87% des Français pensent que le Nutri-Score devrait être rendu obligatoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui sont convaincus du bien fondé de ce logo. Même s'il faut relativiser ces chiffres en termes de compréhension, c'est pas toujours aussi limpide. Mais aujourd'hui, il y a une vraie tendance. Donc aujourd'hui, les industriels doivent vraiment se pencher sur la qualité nutritionnelle de leurs produits parce qu'il y a une véritable attente au-delà du Nutri-Score. Et d'ailleurs, il y a une étude à Nielsen qui a été publiée le 4 octobre, donc qui est très récente, et qui a montré qu'il y avait peu pour objectif d'évaluer les ventes des produits en fonction de leur qualité nutritionnelle, et qui a montré en fait qu'il y a un vrai dynamisme des produits qui sont classés A ou B, avec plus 1% de chiffre d'affaires sur la dernière année, et en particulier sur certaines catégories, par exemple sur les paniers au rayon traiteur. Et ben, ils ont vu leur vente, les produits classés A ont vu leur vente évoluer de 30% sur une année, sur cette catégorie-là en particulier. Avec le E aussi. Oui, il y a aussi le E. Alors en fait, c'était ce qui est assez compliqué dans cette étude, c'est que ils ont évalué pas uniquement les produits qui avaient le logo Nutri-Score apposé, c'était vraiment en fonction de la qualité nutritionnelle au global. Donc eux-mêmes ont classé les Nutri-Score et on voyait que la catégorie E, c'est des produits qui aujourd'hui ne sont pas mentionnés en tant que le Nutri-Score n'est pas mentionné, mais on voyait qu'il y avait aussi, ça restait un marché qui était dynamique. Donc on voit quand même qu'il y a une dichotomie des attentes du consommateur entre la partie quand même
plaisir gourmand et la volonté d'avoir des produits qualitativement corrects d'un point de vue nutrition. De toute façon, je pense qu'on est probablement tous d'accord dans cette salle qu'on avance en hors-piste complet sur la progression du Nutri-Score et que pour le moment c'est assez difficile d'avoir une interprétation très rigoureusement, scientifiquement rigoureuse de ce qu'on capte, les déclarations en particulier, on voit des aberrations, enfin bon, ces chiffres sont plutôt intéressants parce qu'ils sont un des thermomètres du fait que globalement ce logo nutritionnel est en train progressivement de trouver un public et il est assez probable en tout cas qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Voilà, c'est plutôt ça que ça veut dire. D'autant plus qu'il y a un soutien affiché du ministère de la Santé, puisque lors de l'annonce d'Agnès Buzyn du PNNS 4, le Nutri-Score a vraiment été cité comme un outil emblématique pour faire évoluer les comportements, pour plus de santé et orienter, pour aider les consommateurs à aller vers des produits plus sains et lutter ainsi contre le surpoids et l'obésité. Sans compter aussi l'internationalisation de ce Nutri-Score, puisque je pense que vous le savez, mais ça a été adopté en Belgique. En Espagne, je pense qu'ils vont être aussi sur le point de le faire. Il y a des discussions en cours aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal. Donc voilà, on pense qu'il est en train, c'est fait, on pense qu'il est en train de s'imposer aussi au-delà de la France et ça pourrait devenir rapidement une obligation au niveau européen. Alors du coup, je vais passer au niveau pratique. On a fait le test, parce que je suis sûre que vous avez tout bien suivi de ce que vous a présenté Florent et Mathieu. Mais voilà, concrètement, si on s'intéresse à certaines catégories de produits, voilà comment ça fonctionne. On s'est intéressé au pain de mie et on a rentré du coup 29 références qui ont été réparties donc, sur le MS Food de la manière suivante. 12 produits ont été classés Nutri-Score A, 12 B et 5C. Donc on voit qu'au sein d'une même catégorie, il peut y avoir des différences importantes en termes de qualité nutritionnelle. On a choisi un produit classé C, donc vous voyez l'étiquetage nutritionnel ici. Et nous avons demandé au MS Food d'améliorer son profil nutritionnel pour qu'il passe en B, en cochant du coup les nutriments énergie, acides gras saturés, sucre, fibres et sodium. Comme vous l'a expliqué Mathieu, on a un certain nombre d'options. On a choisi les deux les plus proches de la composition initiale du produit. Et on voit que en diminuant les sucres pour la première option de 5,3 g à 4,5 g pour 100 g, ou en augmentant légèrement les fibres de 2,6 g à 2,8 g, ça permettrait à ce produit de passer en classe B. Donc ça prouve aussi que des fois les modifications ne sont pas très importantes et ça permet du coup d'avoir une orientation très claire de ce que vous pouvez mettre en place en termes de R&D pour faire évoluer vos classes Nutri-Score. Alors, si on décide de passer directement en classe A, sur les mêmes critères, donc là on a un petit peu plus d'options qui sont proposées, avec du coup des combinaisons un petit peu plus complexes, évidemment, où il va falloir agir et sur les sucres, et sur les fibres, et sur le sodium, mais pareil avec des seuils qui sont tout à fait atteignables. Voilà, donc différentes combinaisons, différentes possibilités qui sont voilà, très clairement définies. Sur la catégorie pizza, alors on s'est intéressé à plusieurs catégories voilà, pour montrer que c'est vraiment adapté à tous les produits transformés. Donc là, on a rentré 13 références pour les pizzas jambon fromage. 4 ont été classées B, 7C et 2D. Du coup, on a choisi la pizza qui était classée D. Et on a demandé à MS Food quelles étaient les options pour passer en classe C.
Et du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs options et on voit que sur l'option 1, il suffirait de diminuer la part des acides gras saturés de 0,2 g pour que cette pizza passe en Nutri-Score C. Ou alors d'augmenter légèrement le taux de fibres à 1,9 g ou de diminuer le sodium de 20 mg, ce qui représente 0,05 g de sel pour 100 g. Alors la même chose si on veut passer directement en classe B. Je pense que vous avez compris le principe, mais du coup voilà, des combinaisons un petit peu plus complexes où il va falloir agir et sur les acides gras saturés, et sur les fibres et sur le sodium avec des seuils différents. Une troisième catégorie de produits, les sauces bolognaises. Ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas fait toutes les catégories de supermarchés. Je pense que c'est la dernière. Donc là, on a testé 7 références et on voit que la plupart avaient été classées Nutri-Score B. Et donc pour les faire passer en Nutri-Score A, plusieurs options. Et là, on voit que sur la référence qu'on a choisie, on a la possibilité notamment de diminuer le taux de sucre ou d'augmenter le taux de fibres. Alors, vous avez la possibilité d'avoir un accès direct au logiciel pour faire vos propres calculs. Mais comme vous l'a expliqué Philippe, en tant qu'agence conseil, on peut aussi vous accompagner de l'amont à l'aval. Et donc, on vous propose l'offre OptiScore qui permet du coup de faire une analyse dans un premier temps du contexte. Donc de vous proposer un benchmark des attentes de vos parties prenantes, mais aussi une cartographie des acteurs et de leur classement Nutri-Score ou de leur profil nutritionnel. Ensuite, quelles recommandations en termes d'optimisation en s'appuyant sur le MS Food, mais aussi en contextualisant par rapport aux attentes sociétales, par rapport au contexte médiatique. Et donc définition de la stratégie nutritionnelle à adopter en fonction de vos problématiques et de ce contexte. Et puis on est aussi agence de communication. Du coup, on termine par l'élaboration d'une plateforme et de messages clés autour de cette démarche qui va donner lieu à une stratégie de communication adaptée auprès des consommateurs et de vos relais d'influence. Je vais laisser la parole à Claire qui du coup va vous faire le même type de présentation mais sur la partie clean labeling. Et peut-être est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous présenter l'offre un petit peu miroir sur tout ce qui concerne Clean Labeling, qui est vraiment une offre qu'on a développée très spécifiquement et qu'on développe au cas par cas pour chacun de nos clients. Donc on n'est pas tout à fait sur la même démarche en fait que ce qui a été présenté précédemment, dans le sens où c'est toujours un partenariat avec MS Nutrition. C'est vraiment voilà, notre partenaire qui nous accompagne sur la gestion des données, sur toutes les analyses statistiques, etc. Mais c'est une offre qui ne peut pas être prise en main par nos clients de façon autonome, comme on l'a vu sur le précédent outil, puisqu'on va vraiment déterminer et définir ensemble en fait, quels sont vos besoins et vous proposer quelque chose qui correspond très spécifiquement en fait, à vos attentes. Donc sur la partie OptiClean, donc cette offre miroir de l'OptiScore que vient de présenter Elisabeth. J'ai choisi de ne pas vous faire un état des lieux en fait, de tout ce qui existe parce que vous connaissez par cœur tout ce qui concerne Yuka, Act4Food et autres, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, ce qui nous paraissait intéressant de vous mentionner, c'est de regarder un petit peu le temps que vous avez devant vous. On voit sur des problématiques comme le sel il y a quelques années, c'est quelque chose qui était au niveau, on va dire, du pas de temps de la science, donc c'est une problématique et qui a mis à peu près une dizaine d'années à émerger. Si on regarde un peu plus récemment sur l'huile de palme, donc avec effectivement le développement d'autres moyens de communication, on a déjà une problématique à émerger un peu plus vite et c'est quelque chose qui est sorti vraiment dans les médias au bout de 3 ans.
Et on voit que maintenant, ça va encore plus vite. Sur les nitrites, en une soirée, le mal était fait. Donc le propos ici, c'était pas donc encore une fois de vous refaire toute l'histoire, mais plutôt de vous dire de quelle façon on peut vous accompagner pour anticiper et pour gagner du temps et pour être prêt en fait pour éviter d'avoir des problèmes médiatiques qui sont assez émergents. Donc notre méthodologie, elle consiste en 3 à 4 étapes. La première étape, ça va être de définir avec vous votre système de croisement, donc de classement des données. Donc là, on va regarder ensemble quels sont vos incontournables, quels sont les cahiers des charges que vous devez prendre en compte. Donc ça peut être les cahiers des charges de la distribution, de vos clients ou des choses qui vous sont imposées. On va aussi regarder quelles sont les zones de risque en fait, qui sont propres à chacun d'entre vous selon vos portefeuilles de produits et ce sur quoi vous avez besoin de focaliser. Et on va aussi, nous, de notre côté, vous alerter sur des signaux faibles, donc des risques qui peuvent être émergents ou prospectifs, qui n'apparaissent pas encore forcément. Et pour cela, on travaille systématiquement avec un expert en technologie alimentaire de l'INRA, qui va justement nous aider, nous conseiller et nous appuyer dans ces différentes démarches et nous aider vraiment à déterminer ces différents critères et à aller un petit peu plus loin que ce que vous pouvez avoir en tête pour définir au final un système de classement, généralement en 3 à 4 critères. Il peut y en avoir plus, ça dépend vraiment de vos problématiques, mais c'est vrai qu'on arrive sur une solution assez optimale si on ne dépasse pas les 4 critères. Le deuxième point, ça va être de croiser les données. Donc là, je ne vous apprends rien. Au préalable, bien sûr, dans ce genre de méthode, on est obligé de faire un petit nettoyage des bases de données. Même si vous avez des bases de données qui sont hyper bien faites, hyper propres, on se rend compte à chaque fois, et je vois Mathieu qui acquiesce, finalement qu'il y a toujours beaucoup de choses qu'on n'a pas imaginées, qu'on n'a pas détectées auparavant. Et pour reprendre juste un petit exemple assez emblématique justement sur une problématique client qu'on a traitée ensemble récemment, sur l'additif qui est l'or, qui est quand même pas l'additif le plus répandu dans les produits. On s'est retrouvé en croisant les données d'un client avec de l'or présent dans toutes les références. Mince, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on s'est rendu compte que le or, il était reconnu en fait dans la façon dont ils avaient monté la base de données sur tout un tas de produits, parce que c'est pas que l'or en tant qu'additif, mais ça pouvait être l'or du porc qui est dans les produits de charcuterie, ça pouvait être aussi l'or de origine pour déterminer l'origine de certains produits dans les recettes. Donc à partir en fait des recettes et de vos listes d'ingrédients, finalement, il y a toujours tout un tas d'anomalies qu'on doit regarder, identifier, détecter. Et ça, c'est quand même un travail de nettoyage qui est assez conséquent. Donc, je ne vais pas m'étendre ici parce que c'est pareil, c'est encore du cas par cas. Mais c'est une étape qui n'est vraiment pas à négliger parce qu'elle est vraiment conséquente. Et ensuite, on va réaliser donc un tableau de données qui va permettre de croiser en fait la présence ou l'absence des additifs dans chacune des recettes. Là, j'ai noté additif dans l'ensemble de ces slides, mais ça peut être additif ou ingrédient, ça peut être aussi d'autres ingrédients controversés et que vous avez envie de pointer. Donc c'est en ça que la méthode est tout à fait ajustable et adaptable au cas par cas. Une fois qu'on a fait ce travail, la troisième étape, ça va être de prendre en compte en fait le cumul de critères, notamment pour faire les bons arbitrages. Là, je vous ai schématisé un petit peu le principe, mais si par exemple on a déterminé au préalable 3 critères, il peut aussi y avoir des zones de croisement. Donc en fait, on peut avoir des cumuls de critères. Donc vous voyez sur le schéma de gauche qu'on peut avoir des cumuls 2 à 2, mais aussi parfois les 3 critères pour un même ingrédient ou additif. Et parfois, on a des zones de croisement qui sont moins importantes. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont être assez importantes et qui vont permettre de votre côté de faire les bons arbitrages et qu'on puisse décider finalement entre nous d'une grille de lecture qui soit appropriée. Puisqu'après, sur base donc, de toutes les sorties statistiques qu'on va réaliser ensemble, et on travaille avec des experts des statistiques aussi ici, mais nous, on va aussi permettre d'être à l'interface avec nos clients pour déterminer quelles sont les vues qui vous intéressent, quels sont en fait vos objectifs bien sûr en amont, et de pouvoir définir sur cette base-là quels sont les critères les plus importants
et éventuellement, ce qui peut être une quatrième étape, ça dépend de vos besoins, de déterminer votre propre grille de lecture. C'est-à-dire que sur base des premiers critères qu'on avait à imaginer et de ces croisements qui peuvent permettre de les pondérer, après ça va vous permettre de dire ok, bon, ça j'ai compris, je vois bien où sont les zones de problématiques, et du coup maintenant moi je définis ma grille en 3 critères uniquement, en supprimant ces zones de croisement, mais par contre en me déterminant des critères du plus faible au plus important qui prend compte quand même de tout ça. Donc par exemple, je vous ai montré ici une des vues qu'on peut sortir. C'est encore une fois quelques exemples parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines et je ne vous ai pas tout montré là, mais c'est pour que vous voyez à peu près tout ce qu'on peut sortir. Donc là, on est parti sur un exemple de client qui avait plusieurs catégories de produits. Donc les catégories de produits sont en abscisse et du coup, en ordonnée, vous avez le nombre d'additifs présents dans chacune de ces catégories en fonction des critères qu'on a déterminés et puis en fonction des croisements. Donc les croisements, c'est les zones qui vont être hachurées, les différentes zones qui vont être hachurées ou en petits pointillés. Et ça fait partie des éléments un petit peu d'arbitrage et de pilotage qui vont permettre de commencer à regarder après un peu plus en détail et aussi avec votre expertise bien sûr en interne, quels sont soit les additifs, soit les catégories de produits sur lesquels vous voulez travailler en priorité. Un autre type de vue, par exemple, ça va être de dire, voilà, vous avez déterminé un critère qui va être additif proscrit pour X raisons, hein, soit par des cahiers des charges ou pour des raisons qui vous sont personnelles. Donc on va pouvoir aussi sortir des vues qui vont montrer la répartition de vos produits pour chacun des additifs qui sont proscrits. Et vous allez pouvoir regarder ici, en fait, voilà, dans vos catégories de produits, par exemple pour cet additif-là, le cumul de tous les produits, catégorie par catégorie, qui sont concernés par cet additif que vous avez défini comme étant proscrit. Une autre vue, et là qui correspond à ce que j'ai montré précédemment avec mon petit schéma, en fait, ça va être de regarder plus spécifiquement les interactions. Donc là, vous avez une visualisation additif par additif du portefeuille de produits. Et là, on va s'attacher au croisement, en fait. Donc là, vous avez tous les croisements avec une seule interaction. Et puis ici, vous avez cet additif-là, le EXXX, qui va avoir justement 3 interactions, donc peut-être un additif qu'on va pointer un peu plus spécifiquement ou sur lequel vous aurez besoin de plus travailler. Donc les différentes utilisations, comme je vous le disais, c'est que ça peut être déjà une première étape pour définir votre propre grille de lecture. Après, ça peut être tout simplement une façon de faire un état des lieux et du coup de regarder, donc là c'est encore une vue différente, dans votre portefeuille de produits, quels sont tous vos produits catégorie par catégorie qui contiennent de 0 à 17 additifs et de voir dans quelle famille de produits ils sont classés chez vous. Donc là on est vraiment en mode état des lieux, mais ça peut être aussi un outil de pilotage pour vous en interne en fait, pour regarder l'évolution de votre portefeuille de produits. Donc là j'ai repris des vues en fait que je vous ai montrées au début pour voir par exemple si vous aviez cette vue là à T0 avec ici tout votre portefeuille de produits, donc c'est vraiment celle qu'on a vue juste avant. Donc là sur ceux qui contenaient 15 additifs, on voit en T1 qu'on a déjà une belle progression en fait sur ces produits qui avaient un cumul d'additifs important et aussi une belle progression, mais ce qui est souvent plus facile, sur des produits qui contenaient déjà assez peu d'additifs à la base. Donc ça, on peut le faire sur l'ensemble des vues, donc celle que je vous ai montrée précédemment, donc le fameux additif avec la triple interaction sur lequel finalement on se rend compte en T1 qu'on n'a pas pu faire vraiment évoluer les choses. Et en revanche, voilà, cet additif-là sur lequel on était sur une double interaction peut-être plus facile à traiter, où on voit qu'il y a une marge de progression beaucoup plus importante. Voilà, une autre façon aussi de visualiser les choses, là c'était sur le graphe que je vous ai montré au début avec la catégorisation selon les additifs proscrits, où là on peut regarder aussi catégorie de produits par catégorie de produits pour vous en fait, quelles sont les catégories sur lesquelles vous avez le plus progressé. Donc ça peut être fait, après c'est aussi à vous de déterminer ce qui vous intéresse, si vous avez un gros portefeuille de produits avec plein de catégories, si vous avez plusieurs sites de production avec des spécificités par site de production, on peut aussi faire bien sûr ce tri par site de production. Donc là c'est vraiment au cas par cas et selon vos besoins.
Donc l'offre OptiClean qu'on vous propose chez LinkUp, qui va bien sûr encore une fois s'appuyer sur l'expertise en statistique de MS Nutrition et sur notre expertise d'agence conseil et communication. De la même façon, on a les trois mêmes étapes, on va dire, que celle qu'a présentée Elisabeth précédemment. Tout d'abord, cette partie vraiment amont sur la contextualisation, l'analyse. Donc, regardez en fait quelles sont les attentes de vos parties prenantes en termes de naturalité, quelle est la cartographie des acteurs sur votre marché qui ont déjà des démarches de clean labeling et qu'on peut regarder aussi un petit peu en amont. Toute la partie optimisation et pilotage, donc là ça comprend tout ce que je viens de vous détailler aussi, la définition du système de classement, le travail avec l'expert qui est vraiment quelque chose de clé et de très important parce que c'est vrai que c'est aussi le fait de travailler avec ces experts qui sont très au courant de tout ce qui se passe. Il y a des réévaluations en cours, il y a plein de choses qui se font et c'est des gens qui vont être au courant des additifs parfois, quand je vous parlais tout à l'heure de risques prospectifs, sur lesquels il y a des demandes qui sont faites pour avoir plus d'informations parce que c'est des additifs qui ne posaient pas de problème jusqu'ici, mais sur lesquels on commence à avoir des zones de doute. Donc ça, il n'y a qu'en travaillant avec des experts de ce type-là, finalement, qu'on arrive à avoir ces informations et qu'on peut aller plus loin que tout ce qui sort, en fait, que les livres de Soukar et autres qui nous mettent la puce à l'oreille. Mais là, ce qu'on peut vous proposer, ça va vraiment plus loin que ça, avec des choses qui ne sont pas encore identifiées, mais qui risquent de sortir. Donc après, il y a tout le système de l'analyse statistique, comme je vous l'ai expliqué précédemment, donc avec notre partenaire. Et puis, ce travail de pilotage de la conduite du changement, donc c'est aussi la façon dont on peut travailler au long terme avec vous sur la sortie des différentes vues, étape par étape, au fil de vos reformulations, pour regarder avec vous et définir les prochains axes de travail et points de progrès. Et bien sûr, la dernière grande étape sur laquelle on peut vous accompagner, puisqu'on est une agence de communication aussi avec un studio intégré, comme l'a dit Philippe en préambule, le déploiement de toute la stratégie de la communication, avec le travail à la fois sur le fond et sur la forme, pour définir la meilleure stratégie de communication. Donc j'en ai terminé avec la présentation. Et j'espère que vous avez des questions sur cette partie. Merci Claire. Donc nous voilà au terme de la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur une quelconque de ces... Alors je vais vous passer le micro, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait on fait une captation et pour les gens qui n'ont pas pu venir. D'accord. C'est juste une petite question par rapport à l'accompagnement, que ce soit sur OptiClean ou OptiScore. Est-ce que vous avez un exemple en termes de timing? Par exemple, si moi je devais me décider en fonction du nombre, je sais pas, un exemple d'accompagnement et combien de temps ça prend, que ce soit sur le tiroir 1, 2, 3, ou pire la stratégie de communication, mais juste savoir en accompagnement combien de temps ça prendrait. Environ 15 jours, non je plaisante. On va commencer demain. Alors donc, OptiClean, c'est alors du coup, OptiClean, bon. les deux, parce que du coup, c'est oui, deux. Si vous voulez, la réponse est un tout petit peu délicate à vous fournir comme ça. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'étendue des dégâts. Voilà, ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend effectivement de la largeur, de la profondeur du portefeuille. Ça dépend de l'état des progrès existants au moment où on intervient. Ça dépend de la dynamique à l'intérieur de l'entreprise aussi, de la dynamique entre les différents services, entre la R&D, entre le marketing, voilà. Donc maintenant, les deux exemples qui me viennent en tête, la dernière mission plutôt orientée Nutri-Score qui ressemble un peu à ce que tu as présenté, c'était assez rapide en fait. Sans la partie communication, on était quoi, un mois et demi. Bon, parce que ça, là pour le coup, vous voyez, l'outil MS Food nous permet d'aller relativement vite, c'est plus mécanisable en fait. Voilà. Donc sans la partie communication. En revanche, sur le clean labeling, alors c'est aussi parce que la dernière mission était sur un portefeuille de 1200 produits, donc ça complexifie énormément la mission, mais je dirais que on va dire qu'en 4 mois, je ne dis pas de bêtises, en 4 mois, elle a aussi, avant de passer à la phase de communication, mais la partie vraiment
la 1 et la 2 dans c'est ça. dans les trois parties, on s'en est sorti en 4 mois, avec une réactivité en face qui était assez bonne, et une collaborativité extrêmement intense. Enfin, ça c'est aussi, je dis, pardon de dire ça, mais c'est très important parce qu'évidemment c'est ça qui peut à un certain moment accélérer ou au contraire stopper la mission parce que c'est notre interlocuteur dans l'entreprise peut avoir des difficultés à faire avancer le projet bien, ou au contraire peut être très réactif, et à ce moment-là nous on est aussi réactifs. On avait même, pour être un peu plus précise en fait, on peut dire qu'on a fait toute la première étape en 3 mois. Jusqu'à la présentation client en fait, de la première grosse matrice on va dire de graphes, et après ils ont mis à peu près un petit peu plus d'1 mois à nous donner leur grille en fait de lecture sur base des éléments qu'on leur avait envoyés. Donc, parce que finalement, il y a un boulot aussi derrière, selon ce que vous voulez faire. Si vous dites, bon, bah, je veux avoir ma propre grille une fois qu'on a déterminé les critères ensemble, il y a un travail aussi en interne à aller chercher avec les équipes et d'aller bien regarder toutes les données et tous les graphes. Donc, il y a aussi une prise en compte du temps que vous aurez à consacrer au projet aussi en interne, à la mobilisation des équipes aussi pour vous aider à définir, faire les bons arbitrages. J'espère que ça répond un petit peu, ça vous donne quelques indices sur le pas de temps nécessaire pour avancer et pour délivrer. D'autres questions? Désolée, j'en profite parce que c'est juste sur effectivement nous on vient d'une industrie où on a un peu de sodium à tacler. Pardon. Vous êtes? Alors Anaïs Marmoni, taille Union, donc sur la marque Petit Navire et Parmentier, donc qui est la conserve, et aussi des produits au frais, mais notamment sur la conserve, la manière de conserver les produits, on doit mettre de la saumure, donc c'est de l'eau et du sel. Donc on a des super bons produits, mais qui du coup sont pénalisés par le Nutri-Score sur cette dimension sodium. Et moi du coup je voulais vous demander votre avis, et en fait nous c'est tout un débat qu'on a en interne sur cette histoire de Nutri-Score, où en fait on se dit, aujourd'hui le Nutri-Score a été fait de telle sorte que les produits salés en fait sont considérés et pénalisés par rapport par exemple à des produits sucrés. Et du coup nous c'est un vrai challenge en interne en se disant, nous on pourrait changer tous nos produits, mais en fait c'est une manière de bref, donc c'est des gros débats qu'on a, et c'est d'avoir votre point de vue sur en fait, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui essaient de faire bouger un peu la manière dont le Nutri-Score est fait? Oui, non. Je sais que nous, on n'a pas forcément une démarche ultra proactive parce que c'est compliqué. Donc c'était pour avoir votre point de vue sur le Nutri-Score, la manière dont ça a été déterminé, et est-ce qu'il y a des changements potentiels à venir en fonction des lobbies qui travaillent derrière, parce que certaines catégories de produits sont super impactées et pas d'autres. Ce qui est un peu trompeur pour le consommateur au final. Des lobbies? Des lobbies, ah bon? Qui veut répondre sur la... Enfin, je pense que je peux donner un avis sur globalement la dynamique de construction du Nutri-Score et sur l'autre aspect de la question. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quel est le niveau de difficulté d'agir sur le sodium, sur ce type de produit? Est-ce que c'est un combat perdu ou pas? Il faut bien connaître votre technologie en fait pour pouvoir répondre, donc c'est un peu compliqué là de vous donner une solution tout de suite. On sait que c'est compliqué, c'est pour ça que nous Mais nous-mêmes il faut aussi qu'on connaisse bien votre technologie et l'ensemble de vos ingrédients et voir un peu les solutions éventuellement qui sont proposées pour vous donner un avis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans les conserves ça reste une problématique importante. Alors sur la deuxième partie de la question, alors les lobbies, je ne sais pas ce que c'est qu'un lobby, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais actuellement, la manière dont à notre connaissance, la manière dont le Nutri-Score est structuré n'a pas vocation à changer à très court terme. Maintenant, probablement que tout est ouvert, parce que si vous voulez, la bataille de l'étiquetage nutritionnel simplifié qui a démarré il y a presque 5 ans maintenant, a donné lieu à un certain nombre de surprises. Il se trouve qu'on était l'agence qui a mis en place l'expérimentation sur le terrain il y a donc 3 ans, exactement il y a 3 ans, les 4 logos d'étiquetage simplifié. Voilà. Donc le Nutri-Score a des faiblesses qui sont quasiment,
n'appelle même pas de débat, de discussion, et j'imagine que les gens de santé publique le savent très très bien. Donc il y a des aspects qui touchent la portion, la fréquence et d'autres. Effectivement, la pondération des nutriments, des macronutriments dans le calcul. On peut supposer que, en tout cas, une option, c'est qu'il y ait une évolution à un certain moment de ce système de calcul. Et puisque vous parlez de lobby, je dirais que un des aspects qui peut-être peut rentrer dans l'équation future, c'est que de plus en plus d'acteurs, et pas uniquement en France, se saisissent de ce sujet qui au départ était assez franco-français. Et donc on peut imaginer qu'au fur et à mesure de son extension en Europe, il y ait une réévaluation des méthodologies de calcul ou des intégrations pour compenser certaines faiblesses qui vont progressivement apparaître comme pénalisant pour la poursuite de la propagation de ce système. Corinne Le Sens, Tanzanie. Juste pour compléter sur le deuxième point, côté Espagne, il y avait une demande justement de revoir l'huile d'olive, puisqu'évidemment beaucoup de produits sont à base d'huile d'olive en Espagne. Et donc tout récemment, effectivement, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza, maintenant il y a des points de bonus comme les fruits et légumes, c'est tout récent. Donc moi je suis en train de revoir toutes mes recettes dans ce sens-là. Pour que du coup avoir... Voilà, donc du coup, si vous utilisez l'huile d'olive par exemple, l'huile de colza dans vos produits, plutôt qu'une autre huile, du coup vous aurez un point de bonus comme les fruits et légumes. Et donc du coup ça va forcément améliorer votre Nutri-Score de ce côté-là. Et quelquefois ça peut vous faire passer d'un B en A, et donc ça vaut le coup. D'accord, merci beaucoup. Merci de cette remarque. Oui, pardon. Alors, je suis désolé de ce petit cheminement, mais ce sera plus intéressant pour les gens qui vont écouter, qui vont aller dans la question. Moi, je trouvais que justement, vous n'aviez pas donné beaucoup d'exemples sur l'aspect sucré des produits, parce que je pensais que justement, c'était des catégories qui allaient être très surveillées. Et est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas eu de cas à traiter, ou est-ce que parce que c'est beaucoup plus compliqué de passer de C à B, ou de D à C quand on est extrêmement sucré? Je pense aux biscuits, au chocolat, toutes ces catégories qui sont plutôt E aujourd'hui ou D. Est-ce que vous avez eu des cas à traiter dans ce sens-là? Non, on n'a pas eu de cas à traiter, mais après, en fait, c'est le logiciel MS Food qui va proposer des solutions en fonction de la composition nutritionnelle du produit. Donc, effectivement, là, on vous a donné des exemples de produits qui sont plutôt salés, mais par exemple, dans le pain de mie, on voyait que quand même, il y avait une solution proposée où il y avait une diminution du taux de sucre. Après, sur des gâteaux. Donc, on a encore très correct, on va dire par rapport. Oui, mais sur des gâteaux, il faudrait faire le même exercice, mais est-ce qu'on se donne un objectif d'atteindre un Nutri-Score A sur des catégories de gâteaux? Il faut quand même se poser la question. Non, mais passer de D en C, par exemple, déjà, c'est... Ça, je pense qu'on peut tout à fait, en rentrant votre composition nutritionnelle, pour le coup, le logiciel MS Food va vous proposer les solutions les plus atteignables en fonction de la composition de votre produit. Et c'est ça c'est vraiment l'utilité de ce logiciel, c'est que ça va vous donner une cartographie très, très rapide, en un clic, en fait, en quelques clics, de ce que vous pouvez réaliser. C'est vraiment le hasard. Enfin, on n'a pas volontairement pris des produits qui ne sont pas sucrés. C'est vrai que là, en vous entendant le dire, on dit oui, tiens, c'est vrai, on ne l'a pas pris comme exemple. Et là, ce n'était pas forcément des exemples de nos clients. On a volontairement, l'une comme l'autre, on s'est détaché des exemples clients parce que voilà, il y a aussi un certain mode de confidentialité par rapport aux données qu'on a traitées. Donc là, on a pris vraiment des exemples qu'on allait chercher dans le SQL et on s'est défini les catégories de produits entre nous en fait, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de volonté, mais ça aurait pu être intéressant finalement qu'on fasse l'exercice sur un produit sucré. On aurait pu, je pense, tout aussi bien le montrer. C'est juste le hasard des choix qu'on avait fait pour la présentation. Il n'y avait pas de volonté de ne pas le montrer parce que c'était plus compliqué. Une dernière question, parce qu'on parle de 2021 pour le caractère obligatoire du Nutri-Score. Vous avez cette info-là aussi? C'est sur les campagnes de publicité. Oui, c'est ça. Pas le packaging, hein. C'est ce que j'ai Non, c'est sur les campagnes de publicité. Pour le moment, ça reste un système basé sur le volontariat. Oui, pour le moment, on reste sur... comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de surprises dans toutes les étapes de progression de ce système. Il y a beaucoup d'annonces aussi qui donnent l'impression
d'un changement gravé dans le marbre. Je me souviens effectivement l'obligation d'apposer le Nutri-Score sur publicité qui était présenté en avril comme une espèce de vérité votée. Et c'était la manière dont les médias le relayaient. Évidemment, ce n'était pas le cas. C'était une bataille d'Olivier Véran qui n'a pas gagné, en tout cas cette fois-ci. Donc voilà, il faut faire très précautionneux sur les annonces qui sont faites et a fortiori quand il y a des horizons qui dépassent 6 mois. Oui, je t'interpelle par votre question sur le sucre, parce qu'effectivement, le sucre, aussi le sel, mais bon, le sucre particulièrement intervient sur la texture, et aussi comme exhausteur de goût, et surtout sur la texture. Donc ça veut dire le moindre changement de structure de sucre, effectivement, c'est le côté texture qui va vous embêter, et donc c'est pas pris en compte dans les logiciels actuels, donc ça va être que l'expérimentation. Pour le sel, il existe des complexes, je veux dire, casser une usine par exemple, je dis qui marche relativement bien, par contre ils sont plus chers, mais ça vous permet de diminuer le taux de sodium. Donc il y a des trucs aussi pour le sel. Moins pour le sucre. Merci. Bien sûr, ce logiciel ne remplace pas votre R&D quelque part, parce qu'il faut tenir compte de tous les aspects technologiques. Ça a pour objectif de vous donner, on va dire, plusieurs options. Et après, il faut choisir en fonction de ce qui est réalisable avec votre R&D. Concernant le clean labeling, en ce moment, il y a des nouvelles discussions qui sortent, c'est-à-dire des fabricants qui ont voulu enlever des additifs et les remplacer dans les listes d'ingrédients en les intitulant arômes. Ils sont actuellement un petit peu rattrapés par la patrouille parce que des gens qui viennent d'être chez CRF leur disent non, c'est pas un arôme, il n'y a pas une notion de saveur, etc. Donc non, ça fonctionne pas. Comment est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se clarifier un petit peu? Est-ce que vous pouvez accompagner sur... on sent que c'est un peu mouvant et on n'est pas très sûr en fait que les solutions actuelles en soient vraiment. Oui, bien entendu, nous on peut aussi vous accompagner sur ces aspects-là. Il y a aussi la façon, comme vous disiez, de les formuler. Donc il y a l'aspect technologique, il y a la façon dont on en parle. Il y a parfois aussi les notions, et ça va être plus dans l'accompagnement derrière, d'explication, parce qu'il y a aussi des additifs... Pas aussi, c'est que les additifs, en l'occurrence pour l'ensemble des additifs, s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et à la base, c'est une raison technologique sur des produits qui sont sûrs parce qu'ils ont été testés. Donc il n'y a pas une volonté d'empoisonner les gens ou d'apporter des produits qui ne sont pas utiles, ils ont une utilité. Et parfois, et ça va être plus vraiment dans la partie, dans la phase 3 en fait, qui est l'accompagnement et tout ce qu'on peut vous aider à faire sur la communication. Il y a aussi cette phase de discours en fait sur certains additifs dont vous ne pouvez pas vous passer de toute façon parce que technologiquement c'est pas possible ou pour des raisons sanitaires, de vous aider à les expliquer, à raconter l'histoire. Et c'est pas juste la jolie histoire, c'est la vraie histoire tangible aussi qui va être compréhensible mais qui va permettre de mieux justifier en fait l'utilisation de ces additifs. Donc ça on peut aussi vous accompagner sur ces aspects-là et c'est aussi quelque chose qu'on fait. Oui, et puis je rappelle que en fait, ce qui est très important pour nous, c'est que on a un dispositif dans lequel on a des collaborations avec les experts, comme l'a mentionné Claire, et que pour nous c'est très important parce qu'on ne vient pas se substituer à des gens qui sont dans cette expertise et dans ces réseaux et qui ont des antennes qui nous permettent à un moment avec nos clients de faire des pondérations, des évaluations de risques, des évaluations de... alors moi je suis beaucoup moins technique que Claire ou qu'Elisabeth, mais je me souviens de discussion avec un expert qui nous a accompagnés auprès d'un de nos clients et qui nous expliquait en quoi certains additifs ont une très mauvaise réputation depuis quasiment 50 ans, alors qu'en fait sur le plan scientifique ils sont très solides et qu'il y a un certain moment, il y a un parti pris à adopter en fonction des contraintes technologiques liées au produit, en fonction du risque d'émergence d'une polémique par rapport au produit, de l'exposition de cette référence produit. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais la décision qu'on propose à nos clients à un moment de prendre, le parti pris, il est éclairé par au maximum ce que ces experts peuvent nous apporter comme regard, et en particulier un regard prospectif, parce qu'ils sont dans beaucoup de commissions
à l'échelle européenne et qui peuvent nous donner des antennes sur y compris des controverses qui n'existent pas, qui sont sous le radar, mais qui dans 6 mois, 1 an pourraient émerger. Alors, autre question sur les additifs. Quelle est la liste que vous utilisez? Moi, personnellement, je prends celle de UFC Que Choisir, mais par contre, j'ai eu la surprise que les distributeurs ont leur propre liste qui peut être hétérogène face à la liste de UFC Que Choisir, au point d'avoir certains additifs qui sont classés en vert dans UFC Que Choisir et en rouge dans la liste proposée par les distributeurs. En fait, on prend en compte les listes qui sont importantes pour vous. Pour les gens qui travaillent directement sur des produits de grande consommation, forcément, les listes des distributeurs vont être importantes. Les gens qui font du B2B, c'est pas forcément ça la liste qui va être importante. La liste UFC, pour nous, c'est plutôt une liste d'ordre médiatique. Voilà. Donc, c'est justement tout ce travail que je disais, que j'expliquais, le premier travail d'analyse, vraiment d'établir avec vous finement les critères. Mais nous, on peut croiser l'ensemble de ces bases de données. C'est pour ça qu'on travaille avec des gens qui sont hyper forts en statistique et qui nous aident aussi après à faire les bons croisements, parce que justement quand vous dites moi j'ai besoin de prendre en compte toutes les listes des distributeurs, mais après dans les distributeurs je vais peut-être pondérer, donc ça c'est possible aussi, on peut très bien se dire c'est pas juste blanc ou noir, ça peut être aussi des pondérations, donc après ça va complexifier les vues, les graphiques et autres, mais à partir du moment où on s'est fixé ensemble les objectifs, quels sont vos besoins et quels sont vos objectifs, c'est à nous de vous fournir les vues les plus claires et qui vous soient utiles dans le pilotage de votre projet. Et voilà, c'est notre raison d'être. Quand je regarde la solution OptiClean concernant les additifs, j'ai l'impression que vous livrez cette solution, mais après, c'est adapté à des structures où il y a des services R&D hyper complets, hyper aboutis, hyper solides. Dans le cas des PME, par exemple, il y a aussi des additifs qui s'expliquent parce qu'on n'a pas forcément les unités de production encore qui permettent de se passer de certains d'entre eux, en termes de conservateurs, etc. Comment vous pouvez accompagner des PME, des entreprises, peut-être des outils de production moins au top que des grands groupes? Là, on peut aussi vous aider à prendre les bons contacts avec les instituts techniques qui vont être spécialisés aussi là-dedans. Donc on connaît déjà pas mal de monde, mais voilà, on peut soit vous mettre en relation si vous voulez poursuivre, parce qu'après on sait qu'il y a aussi des choses assez confidentielles qui peuvent être travaillées, soit continuer avec vous dans l'accompagnement et puis le go-between avec ces structures-là. On en connaît plusieurs, ça dépend aussi souvent de votre situation géographique, parce qu'il y a souvent des instituts techniques qui sont très localisés, mais ça peut faire partie de la suite du travail aussi. Et ça nous est souvent demandé justement. Aidez-nous maintenant à la substitution, parce qu'en interne on ne sait pas comment faire, donc on peut aller plus loin. Mais c'est pas les mêmes experts. L'expert qui vous donne une clarification sur la controverse à venir, la solidité scientifique, c'est pas le même que celui qui va vous permettre d'avoir des options de substitution. Et donc c'est effectivement important. Nous, il se trouve que on a la chance de baigner dans des réseaux scientifiques extrêmement larges et divers qui nous permettent d'aller chercher des collaborations assez rapidement. C'est effectivement, ça nous est arrivé avec des start-up, c'est-à-dire donc des sociétés de 7 ou 8 personnes avec 3 personnes en R&D, de les accompagner de bout en bout sur la formulation d'une offre. Après, j'aimerais bien revenir juste sur la question qui a été posée précédemment sur votre problème avec vos produits saumurés. Effectivement, il y a aussi un autre type d'accompagnement qu'on peut complètement vous proposer, c'est-à-dire que si vous nous dites, voilà, moi je sais où j'en suis de mes Nutri-Score, je sais que je ne pourrais pas améliorer mes recettes parce que j'ai des contraintes technologiques derrière, donc voilà, ça c'est mon portefeuille de produits, ça c'est ma répartition dans les Nutri-Score. J'ai envie d'apposer le Nutri-Score, aidez-moi pour faire ma campagne de communication, l'expliquer et apporter les éléments pédagogiques. Donc finalement, on va sortir un petit peu du cadre qu'on a vu ce matin, dans le sens où on n'a pas forcément besoin de tout l'outil d'analyse MS Food. Mais en revanche, nous, on peut se focaliser sur finalement la dernière partie, 3 conseils en communication, conseils stratégiques et communication, où là, on va pouvoir
regarder, analyser votre portefeuille produit, prendre connaissance vraiment de vos contraintes technologiques et vous aider en fait à présenter votre offre, à trouver en fait le moyen aussi de valoriser vos produits dans un cadre nutritionnel qui peut être plus large, plus Nutri-Score, enfin voilà. Il y a plein d'autres choses aussi à faire et c'est pas parce que vous avez des produits en C ou en D que vous pouvez plus communiquer parce que vous dites bah non, je vais pas y aller parce que effectivement mes produits sont pas terribles, mais il y a peut-être voilà, des moyens de regarder comment les accompagner, avec quel autre produit, enfin il y a des formes de présentation qui sont possibles aussi et ça on peut parfaitement vous accompagner sur cette étape-là. Et le mot communication prend au sens très large du terme. On devrait presque dire un plan, ce qu'on appelle souvent le plan d'activation. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'on est aussi sur le rapprochement avec des influenceurs scientifiques, avec des professionnels de santé qui peuvent avoir. Oui, parce que ce qu'on fait vraiment pour beaucoup de clients, et c'est très important parce que c'est pas uniquement la communication sur un site pour le consommateur final, ça peut évidemment en faire partie, c'est pas uniquement peut-être un film pédagogique qui comme le disait Claire par exemple, recontextualise avec la consommation de votre produit pour faire un zoom arrière et le remettre un peu l'église au milieu du village, parce que quand même, quand on a des produits comme les vôtres, je veux dire, il y a énormément de bénéfices et que on devient, on perd le nord si on commence à se référer uniquement à un indicateur comme le Nutri-Score. Mais c'est aussi quand même des approches auprès de toutes les parties prenantes qui à un certain moment peuvent converger pour vous permettre de vous aider à gérer en effet ce qui peut être une contrainte technologique de base qui sera indépassable. Je voulais juste revenir sur le caractère obligatoire dont vous faisiez mention. Ça m'a amené à penser à une chose, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que les individus n'ont pas accès à une note du Nutri-Score. Je dis une note et pas la note, parce que y a accès à des plateformes comme Open Food Fact, qui, alors on peut aimer, on peut être pour ou contre, hein. Je ne prends pas d'avis là-dessus, mais qui diffusent une note du Nutri-Score qui peut être erronée. Et alors, il faut savoir aussi qu'un certain nombre d'applications se basent sur les données d'Open Food Fact. Alors, les informations rentrées peuvent être erronées parce que les individus lambda peuvent saisir des informations dans cette base. Et puis en plus, le Nutri-Score peut être erroné parce que, suivant les informations étiquetées, on peut ne pas avoir la vraie note, à savoir si les fibres ou la quantité de fruits et légumes n'est pas bien renseignée ou pas renseignée. Open Food Fact calcule le Nutri-Score sans ses composantes positives. Ce qui veut dire qu'en fait, le score est au mieux bon, au pire faux dans le mauvais sens, à savoir plus bas que ce qui devrait être. Non, mais je posais la question parce que d'un point de vue européen, c'est pas clair du tout. Moi, je gère une gamme de produits européens en partage avec l'Angleterre, et pour le coup, l'Angleterre, ils n'en veulent absolument pas du Nutri-Score, alors que moi, je voudrais l'installer en France et en Belgique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je voulais profiter de ce côté obligatoire pour pouvoir justifier à l'Angleterre. Voilà, j'y vais aussi sur ces produits, mais c'est pas toujours très clair. Je trouve que, alors, moi, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on communique à fond sur le Nutri-Score, mais on ne peut pas toujours le faire dans tous les pays. Parce que justement, c'est pas compris encore aujourd'hui en Angleterre. Ça serait presque une surprise pour les Anglais, je pense, d'avoir. Les Anglais, ils ont un système déjà depuis un certain nombre d'années, donc j'imagine que c'est difficile. Oui, mais qui n'est pas bien. Non, mais en plus, vous travaillez pour un groupe dont les décideurs basés en Angleterre, anglo-saxons, américains ou anglais, etc., ont une vision même de l'alimentation et du snacking qui n'est pas la même que celle que vous avez en France. Donc là, vous avez de toute façon une problématique assez générale à gérer par rapport aux perceptions de ce qui est important dans un environnement culturel, alimentaire. Et en fait, si vous voulez, je dirais presque les batailles des étiquetages nutritionnels entre l'Angleterre et la France, c'est
c'est secondaire par rapport à la perception de ce que... et c'est un petit peu aussi le sens de la question que vous posiez au tout début, c'est-à-dire sur le fait que des produits sucrés puissent être acceptés dans un contexte avec une pédagogie particulière pour que, voilà, comme je disais, on remette l'église au milieu du village et qu'on ne soit pas dans du gâteau bashing. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense que votre problématique par rapport à vos amis anglais, c'est le sous-jacent culturel qu'il y a et qui fait qu'au-delà de l'étiquetage nutritionnel, de toute façon, la bataille, c'est de faire comprendre qu'on est dans un registre de perception des consommateurs en France qui est vraiment sur l'alimentation, qui n'est pas du tout le même que celui qui existe là-bas. D'autres questions, interventions, contributions? Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être venu ce matin. J'espère que ces discussions et ces présentations vous ont donné un éclairage, une contribution. On va rester très modeste parce que comme vous l'avez vu et comme les dernières discussions nous l'ont montré, il faut rester modeste sur la complexité de ces démarches de progrès, mais on espère qu'on a pu apporter des débuts de solutions. Et évidemment, on est à votre disposition si vous souhaitez que nous avancions sur des problématiques que vous avez. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci beaucoup.